dormaient toujours avec un fusil à côté d'eux. Mais leur force ne vient pas seulement de leur fusil. Cette chemise que tu portes, elle vient d'Angleterre, hein? Elles viennent toutes de là, non? Elles sont tissées et cousues en Angleterre. Mais nos frères et nos sœurs sont morts dans les plantations de coton. Avec nous, les marchands blancs font de l'argent par tous les moyens possibles. Et leurs affaires continuent de rouler et la prospérité s'installe de plus en plus solidement en Europe. Le coton, le sucre et le tabac viennent par bateau des plantations américaines. Vendus en Europe, ils rapportent aux marchands de beaux profits. Ces profits, les marchands les investissent en Europe dans des manufactures de textiles pour lesquelles ils engagent de la main-d'œuvre à des salaires très bas. À partir de ce coton, les ouvriers fabriquent des tissus qui sont chargés en même temps que des fusils sur des bateaux qui mettent les voiles en direction de l'Afrique. En Afrique, ces tissus et ces fusils sont échangés contre des esclaves. Des bateaux remplis d'esclaves reprennent la direction de l'Amérique. Et en Amérique, ces esclaves sont vendus aux planteurs. Pour faire pousser le sucre, le coton, le tabac, les esclaves, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et cet argent que les marchands retirent de la vente des esclaves, ils s'en servent tout de suite pour racheter des bateaux pleins de coton, de sucre et de tabac. Et même comme ça, il leur reste de l'argent. Les marchands anglais surtout, qui sont très bien soutenus par leur État. La marine anglaise est même envoyée jusqu'en Amérique pour combattre les marchands danois, espagnols, allemands, portugais et français. Au milieu du XVIIIe siècle, ils ont conquis tout le commerce entre l'Europe et les autres continents. Alors, essayez de deviner ce que ça veut dire pour les capitalistes anglais. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Angleterre contrôlait toutes les routes commerciales entre l'Europe et le reste du monde. Ah, ça ne va pas mal, mais ce travail ne se fait pas si vite. On pourrait réaliser des ventes 10 fois plus importantes que celle-ci. Il doit bien y avoir un moyen d'accélérer la production. Trouvez-moi la réponse, et je vais vous payer royalement. Voyons. Une machine à filer. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Cette machine est vraiment extraordinaire. Ah, nous tissons 10 fois plus vite que les autres. Il y a un petit problème. Les ouvriers ne peuvent plus suivre la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, attendez, ça va prendre un métier encore plus mécanisé. Diable! Toujours des problèmes. Pour fabriquer ces machines que vous inventez, ça prend du fer. Pour avoir du fer, ça prend du charbon. Mais les inondations détruisent nos mines. Nous ne pouvons plus fournir. Oui, alors j'invente une pompe qui pourra fonctionner à la vapeur. Et la vapeur pourrait aussi faire fonctionner le métier à tisser. Eh oui, une nouvelle époque commence. Les machines peuvent tout faire. Les petits ateliers deviennent de grosses usines. Production de masse, fabrication en série. Vive le progrès, vive l'industrie. La technologie triomphe enfin de la nature. Nous, les capitalistes, nous sommes les vrais bienfaiteurs de l'humanité.
Non, mais toutes ces industries et toutes ces inventions qui créent le bonheur et la richesse pour tous, et tout ce capital et toute cette science extraordinaire, merci à qui? Merci à nous. C'est ça, merci beaucoup. Sauf que c'est nous qui avons fait tout le travail. Oui, puis à part ça, gâche ta tête si tu veux, mais si on avait pu choisir, c'est peut-être pas ça qu'on aurait fait. On a été des victimes, c'est tout. Je viens d'une famille de paysans et d'artisans. Mais les temps ont changé. Le capitalisme a tout changé pour les seigneurs. Ils se sont retrouvés à court d'argent, alors ils ont augmenté les impôts, et quand nous ne pouvions pas payer, ils nous jetaient dehors. D'autres propriétaires de terres ont mécanisé. Alors ils n'avaient plus besoin d'autant de paysans. Ils nous jetaient dehors sans rien à manger. Nous n'avions plus qu'à quêter au long des routes. Les machines des capitalistes fabriquaient tout ce que nous pouvions faire quand nous étions artisans. Et les machines coûtaient moins cher. Comme des chiens nous étions. Nous n'avions plus rien. Et la faim nous torturait. Et avec la faim venait la maladie. La tuberculose, le choléra, la petite vérole. Nous errions sur les routes comme des fantômes. Et nous étions attirés vers les villes comme les insectes le sont par la lumière. Il y avait là la seule chose qui pouvait nous sauver de la mort, du travail. La même histoire se répétait dans tous les pays où le capitalisme régnait. En Angleterre, au Danemark, en Hollande, en Suède, en Allemagne, en France, partout. De plus en plus de gens étaient attirés dans les villes. Et la misère qui les accompagnait s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Ils s'entassaient par milliers et par milliers dans les villes surpeuplées, avec la maladie et la mort. L'air était rempli de la fumée et de la suie des usines, des mines, des fonderies et des manufactures de textiles. Ça fait 5 ans que je travaille dans cette mine. Mon père m'amène ici à 2 heures du matin et je retourne chez moi à 2 heures de l'après-midi. Je dois transporter les baquets et les remonter par les escaliers et les échelles. Je dois remplir 5 bacs de charbon par jour. Parfois, quand je n'y arrive pas, eh bien, ils me battent. Et c'est terrible. J'ouvre la porte de la mine. Je dois me lever très tôt, à 4 heures du matin. Il n'y a pas de lumière et quelquefois j'ai peur. Je reviens à la maison quand il fait nuit à 5 ou 6 heures. J'ai pas beaucoup de temps pour dormir. Quelquefois, je chante. Quelquefois, je chante quand j'ai une lampe. Mais quand il fait noir, je n'ose pas, j'ai trop peur. Travailler. Toujours travailler. Le matin, tu te lèves pour aller travailler. Le soir, tu rentres du travail, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toujours la même chose. Et tout ce que tu peux faire quand tu reviens à la maison, c'est dormir. Dormir jusqu'au lendemain matin. Et ça recommence. Il n'y a plus que cela dans la vie. Qu'est-ce que ça donne de vivre? Et puis nous n'avons rien à dire. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Ils nous marchent dessus. Ils nous traitent comme du bétail stupide et sans intelligence. C'est comme ça que ça marche avec les capitalistes. Moi, mon mari et mes enfants, nous travaillons 15 heures par jour. Et c'est tout juste si nous gagnons de quoi payer le loyer et nous mettre quelque chose sous la dent. Et il ne faut pas se plaindre parce qu'ils nous jettent dehors. Et sans travail, ce serait encore pire. J'en ai assez d'être exploité comme ça. J'achète des ouvriers comme j'achète des machines et des matières premières. Les matières premières, j'en ai besoin pour fabriquer mes produits. La laine, par exemple. Et je donne des bons salaires à mes ouvriers. Ah oui? C'est bien toujours les mêmes belles paroles. Une bonne journée de travail, un bon salaire. Mais voyons si c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Les ouvriers fabriquent des produits que le capitaliste vend sur le marché. Avec une partie de l'argent, il paie le salaire de ses ouvriers. Le reste de l'argent, qu'on appelle la plus-value, il le garde. C'est ainsi qu'il fait son profit. Les ouvriers ne reçoivent donc jamais qu'une partie de ce que leur travail rapporte réellement. À part ce que je dépense pour mes besoins personnels,
Tous mes profits, je les utilise pour acheter sans cesse de nouvelles machines. Et quand j'en ai besoin, j'engage plus d'ouvriers. De cette manière, mon capital continue toujours de croître. Comme vous le savez, pour faire de bonnes affaires, c'est toujours le même vieux truc. Acheter bon marché et vendre cher. Acheter la main-d'œuvre bon marché et vendre les produits toujours plus chers. 1, 2, 3, à moi le profit. Derrière son grand sourire et ses belles moustaches, notre homme d'affaires si astucieux cache en fait sa vraie nature. Celle d'un voleur pour qui la vie humaine ne compte pas. Car maintenant, ce ne sont plus les rois ou les reines et les aristocrates qui dirigent le pays. Mais bien lui et ses amis. Sous son déguisement de démocratie, le Parlement passe des lois pour favoriser les capitalistes et pour se maintenir au pouvoir. Les policiers et les soldats sont payés pour veiller à ce que personne ne sorte du rang. Et le pouvoir économique des capitalistes devient si grand que bientôt ils prennent complètement le contrôle politique de l'État. Aux alentours du début du 19e siècle, l'Angleterre était devenue le pays le plus industrialisé. Les capitalistes anglais vendaient tout ce qu'ils produisaient. Mais d'autres usines se développèrent bientôt dans d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis. Avec toutes ces nouvelles usines qui fabriquent toujours plus de produits, les capitalistes vont devoir commencer à se battre entre eux pour conserver leurs clients. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Si je baisse mes prix, tout le monde va venir acheter chez moi. Et c'est ça, je vais baisser mes prix. Je vais couper les prix, je vais faire les bonnes affaires. Je n'ai qu'à baisser mes prix. Il n'y a qu'à diminuer les prix. Si je coupais les prix... Tous baissent donc leurs prix tant qu'ils peuvent. Mais tous ne peuvent pas les diminuer de la même façon. Ceux qui ont les meilleures machines peuvent baisser les prix plus bas que les autres et continuer de vendre leurs produits. Mais pour les autres, c'est la faillite. Que le meilleur l'emporte. Maintenant qu'on s'est débarrassé de la compétition, on va vraiment faire des affaires. Les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. C'est tout juste si je peux répondre à la demande. Nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité. Le capital ne cesse d'augmenter. Les machines tournent à fond de train, les affaires sont florissantes. Il faut que j'achète plus de machines et que j'engage encore plus d'ouvriers. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire tous. Et encore une fois, ça y est, il y a trop de produits. À qui le tour de débarquer maintenant? Voici l'histoire de Willie Rust. Il n'a rien pu vendre depuis des semaines et il a de plus en plus de dettes. Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne peux pas payer demain, il va falloir que je vende l'usine. Il doit y avoir une solution. Si seulement je pouvais régler ces factures, tout s'arrangerait. Comment faire? Une maison bourrée d'argent. Un vrai repère de voleurs. J'aurais besoin d'un petit prêt de 200 livres. J'ai quelques factures à payer. Je vois. Et quelles sont ces factures? Du minerai de fer que j'ai acheté à McProfit. McProfit. Voulez-vous attendre un petit instant, je vous prie? Tiens, tu es là, toi aussi? Eh oui, les temps changent. Allô, McProfit? Bonjour, c'est moi. J'ai Willie Rust ici, il veut emprunter de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est parfait. Je vais donc bientôt pouvoir m'emparer de toute son entreprise. Donc, si je comprends bien, je ne lui prête pas d'argent. C'est exactement cela. Entrez, monsieur Rust. Je suis désolé, les temps sont difficiles. Il nous est impossible de vous prêter l'argent pour le moment. Mais revenez bientôt. Qui sait? Je vous raccompagne? Impossible de payer ces factures. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il ne pouvait sans doute s'imaginer ouvrier dans sa propre usine.
Le roi de l'industrie Mac Profit acheta donc une autre usine. Les temps sont durs pour les petits capitalistes. Ils ont un nouvel ennemi, l'argent, ou plutôt les capitalistes de la finance. Ceux qui font leur argent dans des affaires plus ou moins claires, en prêtant leur capital à un haut taux d'intérêt. Comme on vient de le voir, le banquier ne prête d'argent qu'aux gros capitalistes. Pourquoi courrait-il le risque de perdre son capital si profitable? Les plus gros emprunteurs viennent du fer, de l'acier, du pétrole, du charbon et de l'électricité, parce que ce sont eux qui ont besoin des machines les plus grosses et qui coûtent le plus cher. De cette manière, les banques et les grandes compagnies s'aident les unes les autres à devenir toujours de plus en plus grosses, spécialement aux États-Unis et en Allemagne. Et leurs énormes usines géantes incroyablement super efficaces pour produire en série toutes sortes de choses en fabriquent tellement qu'un beau jour... Mais avec nos petits salaires, nous ne pouvons rien acheter. Mais si je coupe encore mes prix, je perds tous mes profits. Non, ça ne peut pas aller. À moins que je puisse épargner un peu d'argent. Sur les matières premières. Mais non, pas moyen de les avoir à moins cher. Les machines non plus. Pas de chance. Non, les ouvriers, ceux-là, je peux les avoir à moins cher. Je vais couper leur salaire. Et maintenant, on a encore moins d'argent qu'avant pour acheter. Quoi? Ça n'allait plus du tout. Il n'y avait qu'une seule solution, faire tourner les usines à la moitié de leur capacité ou les fermer. La crise s'installe bientôt. Des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. Plus de travail, plus de salaire, plus de pain. La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du monde. Les temps difficiles semblent ne jamais devoir finir. Les capitalistes sont assis sur leurs entrepôts pleins à craquer de choses qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que nous crevons de faim. Ils ferment les usines parce qu'ils ne font pas assez de profit. Comme s'ils n'en avaient pas assez fait comme ça, et maintenant nous voilà sans travail. Je ne supporterai pas ça un jour de plus. Non, plutôt mourir. C'est une existence inhumaine. Ils nous traitent plus mal que des animaux. Mais que diable pouvons-nous faire? Nous révolter. Ne vous énervez pas, mes amis. Calmez-vous. Il est certainement nécessaire de changer la société et de la rendre meilleure, mais petit à petit. Petit à petit. Nous ne voulons pas réduire l'exploitation de la classe ouvrière petit à petit. Nous voulons l'abolir. Maintenant. Et pendant ce temps, chez Mac Profit, Maudite mauvaise nouvelle. Allô, oui, MacProfit. J'ai le regret de vous informer que notre plus importante mine de fer est presque vide et qu'il est pratiquement impossible d'en obtenir une autre. Nos compétiteurs les ont toutes achetées. Diable, qu'est-ce qui se passe? nous en avons assez. Viens ici, salaud. On se coupe la gorge. Vite, appelez-moi la police. Tu ne fais rien pour attendre. Nous reviendrons. Ta police peut tuer des travailleurs, mais elle ne peut pas arrêter toute la classe ouvrière. Les travailleurs s'organisent. Ils créent des syndicats et des partis socialistes. Ils affirment que tout dans la société devrait appartenir à tous. Dans une société socialiste, aucun homme n'en exploitera un autre. Et les besoins de tous seront pris en considération.
Mais pour que la lutte pour une telle société ait des chances de triompher, les travailleurs de chaque pays ont besoin de support des travailleurs de tous les autres pays. Et c'est ainsi qu'en 1864, Karl Marx participe à la fondation de l'Association internationale des travailleurs. On s'est rendu compte, en effet, que le socialisme ne durerait pas longtemps s'il n'était instauré que dans un seul pays. Les États capitalistes voisins ne permettraient pas ça. Partout, les travailleurs croient que la fin du capitalisme est proche et se préparent pour ce qu'ils croient être le combat final. Mais au même moment, dans le monde entier, les capitalistes et les financiers les plus importants se réunissent en conférence à Paris, Bruxelles, Rome, New York, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Berlin, Londres. Le capitalisme doit être sauvé à n'importe quel prix. Au début, nous les Anglais, nous étions les seuls. Mais maintenant, des compagnies étrangères empêchent notre progrès. Cette situation nous étrangle et j'ai hâte que nous y mettions un terme. Hier, je me promenais dans les quartiers de l'Est de Londres et j'ai assisté à une manifestation de chômeurs. Et j'ai écouté des discours délirants qui n'étaient qu'un seul et même cri. Du pain, toujours plus de pain. Si nous ne remettons pas les usines en marche, les ouvriers vont nous les prendre. Si nous voulons épargner aux 40 millions d'habitants de notre belle Angleterre les horreurs d'une guerre civile, il nous faut trouver de nouveaux territoires où les chômeurs pourraient émigrer et où nous pourrions vendre nos surplus. Tous ces produits, nous ne pouvons plus vendre ici et tous ces ouvriers menaçants. Oui, d'accord, mais qui pense aux matières premières? Bien sûr, il faut partir les usines, mais nous manquons de matières premières. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le journaliste et explorateur américain Henry Morton Stanley. Bonsoir, messieurs. Je reviens d'un long voyage qui a coûté la vie à des centaines de gens, mais qui a donné de magnifiques résultats. Grâce à ce voyage, j'ai découvert un continent tout entier qui n'attend que les initiatives de l'homme blanc. En Afrique, vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Il y a là des millions de personnes qui se promènent tout nus. Ils n'attendent que de pouvoir acheter les vêtements que vous fabriquez dans vos usines. En Afrique, vous allez pouvoir investir dans les routes, les chemins de fer, les mines. Et le climat est idéal pour toutes sortes de plantations telles que le caoutchouc, thé, café, cacao, sucre. Et mieux encore, toute la main-d'œuvre est déjà sur place. L'Afrique nous est ouverte. Ce n'est plus qu'une question d'y arriver les premiers. À nouveau, les bateaux quittent l'Europe pour se précipiter sur les richesses de l'Afrique. Des siècles d'exploitation, de commerce d'esclaves et de travaux forcés ont rendu les capitalistes européens riches et puissants. À un point tel qu'ils peuvent maintenant posséder leurs propres armées. Les peuples de l'Afrique se défendent tant qu'ils peuvent. Mais après 400 ans d'esclavage, ils sont divisés et affaiblis. En quelques années, les armées bien équipées de l'Europe font la conquête de l'Afrique. Mais l'étincelle de la résistance n'est pas morte. Les compagnies de différents pays se font une chaude lutte pour obtenir les plus gros morceaux du gâteau. Plus d'une fois, cette compétition entre eux dégénère en guerre ouverte. Mais les relations entre les compagnies doivent demeurer sous contrôle. Alors, les gouvernements de leur pays s'en mêlent. À travers l'Europe, les diplomates se rassemblent et se partagent l'Afrique. Avec une plume et une règle, ils tracent des frontières sur une carte et divisent l'Afrique en colonies. Beaucoup de sang a coulé et beaucoup d'argent a changé de main depuis que le premier capitaliste a vu le jour en Europe. Vous vous rappelez de lui quand on l'a vu arriver avec sa charrette pleine d'épices et de verre qu'il apportait de Venise. Il avait des idées nouvelles. Dans le temps de le dire, sa classe avait dérobé le pouvoir aux anciens seigneurs. À travers ses usines, il se mit à contrôler et à diriger la société. Il devint un industriel. Pour conserver leur pouvoir, les capitalistes ont besoin de toujours plus d'argent pour que leurs usines continuent à se développer. Ainsi, les banques commencent à prendre une réelle force, dangereuse pour les capitalistes de petite et moyenne importance. Plusieurs Wheelerost meurent comme des mouches. Les capitalistes de la finance ne prêtent d'argent qu'aux plus gros et aux plus puissants. Et ce sont eux qui deviennent ainsi les plus puissants capitalistes de toute l'histoire, parce qu'ils règnent à la fois sur les banques et sur les compagnies. Maintenant, nous voici tout près de notre propre siècle. Nous approchons de notre époque à nous. Mais pour bien comprendre ce qu'elle est, notre époque, il faut regarder de plus près les capitalistes de la finance.
Pendant que les grandes compagnies se partagent l'Afrique, les capitalistes de la finance, eux, en Europe, s'inquiètent. Crise après crise après crise. Ça n'a vraiment pas été facile pendant les 20 dernières années. Peu de compagnies ont survécu. Mais elles sont plus grosses et plus puissantes que jamais. Et puis, qu'est-ce qui provoque les crises? On produit trop et les prix s'effondrent d'une façon catastrophique. Et pourquoi fabrique-t-on plus que ce qu'on peut vendre? À cause de la concurrence, évidemment. Toutes les crises sont provoquées par la concurrence. Et ces crises nous mettent dans un tel pétrin. Il faut faire quelque chose. Sinon, ces crises perpétuelles vont nous mener tout droit à notre perte. Il faut que vous arrêtiez de vous faire concurrence et deveniez des amis. Mais comment pourrais-je coopérer avec les autres alors que je suis si puissant? Ça ne marchera jamais. Et moi, je suis de la race des oiseaux de proie. Comment pourrais-je changer? J'ai besoin de la compétition. Pour les capitalistes, c'est une question de vie ou de mort. Faites ce que je dis, unissez-vous. Sinon, il n'y aura plus d'argent à emprunter ici. Finalement, les grosses compagnies commencent à coopérer. Mais dans leur fort intérieur, elles auraient plutôt envie de s'entre-dévorer. Dans tous les pays capitalistes, les capitalistes de la finance gagnent ainsi de plus en plus de pouvoir. Pour éviter de nouvelles crises, les compagnies sont forcées de s'unir et de s'entraider. Comme on dit, si tu ne peux pas les battre, arrange-toi pour être du même côté qu'eux. Et c'est ce qui se produit. Nous avons formé un cartel. À nous 5, nous produisons tout l'acier dans le pays. Nous avons cessé de nous concurrencer entre nous. Et nous nous sommes entendus pour ne pas produire plus d'acier que nous ne pouvons vendre. Les capitalistes de la finance sont avec nous. Nous formons un trust. Nous avons cessé de nous concurrencer. Nous avons convenu de ne former qu'une seule compagnie. Nous produisons tous les équipements électriques du pays. Tout le monde est obligé de venir acheter chez nous. Nous décidons des prix. Et les capitalistes de la finance sont avec nous. Je suis un monopole. Je ne concurrence personne. Je me suis débarrassé de tous mes compétiteurs. C'est moi qui décide des quantités d'huile qu'il faut pomper et de ce qu'elles vont coûter. Les capitalistes de la finance et moi ne formons plus qu'un. Voilà ce que j'appelle la vraie amitié. Les nouvelles tactiques des capitalistes de la finance ont du succès. Les usines recommencent à fonctionner, les chômeurs retrouvent des emplois. Et certains obtiennent même de meilleurs salaires. C'est quasiment trop beau pour être vrai. Comment cela se peut-il? Eh bien, c'est très simple. En Afrique, les capitalistes ont trouvé un marché pour tout ce qu'ils ne pouvaient pas vendre chez eux. Le seul ennui, c'est qu'en Afrique, tout le monde est paysan. Tout ce dont ils ont besoin, ils le fabriquent eux-mêmes ou se l'échangent entre eux. Alors les Européens les forcent à utiliser l'argent. Et pour la première fois, ces gens sont obligés de payer des impôts. Voilà! Il faut que tu payes tes impôts! Mais je n'ai pas d'argent. Alors, travaille pour la compagnie. Tu vas en avoir de l'argent. Mais nous travaillons la terre, nous n'avons pas besoin d'argent. Vous travaillez sur ma terre. Je l'ai achetée. Mais vous ne pouvez pas acheter la terre, elle appartient à tout le monde. Tant que vous serez sur ma terre, vous allez payer des impôts. Mais nous n'avons rien pour payer. Alors travaillez pour la compagnie, ou allez-vous-en. De cette manière, les capitalistes gagnent peu à peu toutes les terres pour leurs plantations et les mines dont ils ont besoin pour se procurer à bon marché les matières premières pour leurs usines. Pour payer les taxes, les gens sont forcés de travailler dans les plantations. C'est tout juste s'il leur reste assez de temps pour cultiver dans les champs ce qu'il leur faut pour se nourrir. Les compagnies investissent beaucoup d'argent dans les routes, les chemins de fer, les usines, les ports et dans de luxueuses demeures. Mais tout cela ne tombe pas du ciel. On a besoin de travailleurs, de beaucoup de travailleurs. Et même si les gens ont toutes les misères du monde à se garder en vie, ils n'en sont pas moins réduits aux travaux forcés. Ouais. Et toi? Et toi? Vous devez travailler pour la compagnie. Mais c'est le temps de la récolte, on ne peut pas. Oh! Bien. Alors, vous travaillez, oui ou non? Ainsi, les capitalistes se procurent à bon marché de la main-d'œuvre et des matières premières, sans parler du marché que cela leur ouvre pour les produits qu'ils ne peuvent plus vendre chez eux. L'année dernière, il y a eu une sécheresse. Toute la récolte a été perdue. Nous n'avions plus rien. Nous mangions de l'herbe et des racines. Beaucoup parmi les vieux sont morts de faim et plusieurs parmi nous ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans les montagnes. La compagnie envoya après eux des chiens et des soldats. Ils furent rattrapés et jetés dans une cave, où ils moururent de faim.
Notre ville ne pouvait pas produire autant de caoutchouc que la compagnie avait exigé. Pour nous forcer à travailler, ils ont enfermé 50 femmes et 10 enfants dans une maison. Ils les ont gardés jusqu'à la fin des travaux. Ils n'avaient rien à manger, pas même de l'eau à boire. Nous les entendions hurler pendant notre travail. Nous avons travaillé 3 semaines pour récolter tout le caoutchouc que la compagnie voulait. C'était trop tard, ils étaient tous morts. Nous n'avons plus de terre, nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus aucun droit. Nous sommes les esclaves de l'homme blanc. Nous ne sommes plus rien. Si les indigènes se révoltent, il faut les exterminer sans aucune hésitation. Moi-même, personnellement, j'en ai tué 150 de mes propres mains. J'ai crucifié encore plus de femmes et d'enfants. J'ai coupé 60 mains et j'ai pendu les corps mutilés sur les murs de la ville. Pendant l'époque où j'étais en fonction, 1500 indigènes furent abattus. Dans une seule plantation. On oblige les Africains à croire qu'ils appartiennent à une race inférieure. Des savants blancs se mettent à affirmer que les Noirs ont des cerveaux plus petits que ceux des Blancs et que par nature, ils sont des êtres mauvais et irresponsables. De cette manière, les exploiteurs ont une belle excuse à leurs crimes et peuvent dormir la conscience en paix. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est enrichir toujours plus leur capitalisme. C'est comme ça qu'il procède, le capitalisme, en volant à tous et à chacun sa dignité humaine, en les rendant dépendants. C'est la seule manière de faire fonctionner les usines d'Europe. Regardons-y de plus près. Qu'est-ce qu'une colonie? Des plantations? Des mines? Les matières premières sont expédiées par bateau. Ici, on construit une capitale. Le gouvernement européen a délégué un gouverneur. Lui et les autres fonctionnaires blancs ont pour tâche de veiller à ce que tout le monde paie les impôts et obéisse aux lois. Dans les bidonvilles s'entassent les chômeurs, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ont été chassés de leurs terres. Certains se trouvent des emplois, garçons de table, débardeurs, balayeurs. Les plus dociles peuvent même devenir policiers ou fonctionnaires. Et les matières premières continuent d'être acheminées vers l'Europe. Et tout comme ils ont gagné l'Afrique, les cartels, les trusts, les monopoles ont conquis le monde entier. L'impérialisme, c'est comme l'air que nous respirons. Et sans lui, nous sommes morts. Nos usines géantes ont besoin de matières premières. Et il n'y en a plus assez dans ce pays. Toutes les grandes compagnies se sont déjà partagées les sources d'approvisionnement. Allons chercher les matières premières dans les colonies et les autres pays impérialistes. Nous fabriquons tellement de produits que nous ne pouvons plus les vendre que chez nous. Nous ne pouvons pas vendre plus dans notre pays. Il faut vendre aux colonies et aux autres pays impérialistes. Nous faisons des bénéfices énormes parce que nous sommes puissants. Mais nous ne pouvons plus les investir ici. Tous les secteurs où ça vaut la peine d'exploiter sont surexploités par des compagnies comme la mienne. Il nous faut investir nos bénéfices dans les colonies et les autres pays impérialistes. Oui, vous autres, les capitalistes, vous êtes fiers de vous être partagé le monde entre vous et d'avoir réduit tous les peuples en esclavage. Vos usines fonctionnent sans arrêt. Constamment, vous avez besoin de nouvelles matières premières, de toujours plus de clients, de faire toujours plus d'affaires dans les pays étrangers. Sinon, vos damnés profits s'arrêteraient de croître. Avez-vous pensé au fait qu'il ne vous reste plus rien à vous partager? J'y ai songé. Nos usines sont les 2e plus importantes du monde. Cependant, nos colonies sont beaucoup trop petites. Il nous faut donc plus de colonies ou faire faillite. Les capitalistes japonais et italiens ont les mêmes problèmes que ceux de l'Allemagne. Mais le monde entier est déjà divisé. Il leur faut donc conquérir des territoires qui appartiennent à d'autres impérialistes. Alors il faut la guerre. Les impérialistes envoient les travailleurs de leur pays servir de chair à canon. Leurs chefs leur ont fait croire qu'ils se battaient pour leur pays. Ils ne peuvent pas voir que c'est un mensonge. Refusez de vous tuer les uns les autres. Tuez les capitalistes à la place.
Russie, le pouvoir est arraché des mains des capitalistes. Le peuple russe a appris déjà par ses expériences précédentes que le chemin de la liberté passe par la révolution. Les travailleurs russes s'emparent des usines et se retirent de la guerre. Nous avons compris que nos fusils ne devaient pas servir à tuer les travailleurs des autres pays. Pourquoi devrions-nous les tuer? À la place, nous avons dirigé nos fusils contre les capitalistes de chez nous. La vraie cause de la guerre, c'était eux. Nous voulions voir la fin de toute oppression, de toute pauvreté, de toute guerre. Nous ne voulions plus produire toutes sortes de choses inutiles, juste pour que les capitalistes fassent de l'argent. Nous ne voulions plus produire que les choses dont nous avons besoin. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, nous devrions aussi être capables de nous le procurer. Désormais, personne ne s'enrichira plus du travail des autres. À partir de maintenant, nous travaillons les uns pour les autres. Et ce que nous allons produire, nous le partagerons entre nous avec égalité. Dans tous les pays, les capitalistes meurent de peur. Mais les travailleurs se réjouissent. La révolution est possible. Mais voyons comment les choses se passent en Allemagne. La guerre traîne en longueur et ça va mal pour l'armée allemande. Les usines ne produisent plus que des armes. Et pendant ce temps-là, le peuple est en train de mourir de faim. L'opposition à la guerre et à l'État bourgeois se développe. Les grèves et le sabotage commencent à devenir réguliers. En novembre 1918, l'armée allemande finit par s'écrouler. Les énormes frais de guerre que les sociaux-démocrates avaient approuvés en 1914 ont divisé leur parti en deux camps. Une aile réformiste et une aile révolutionnaire. Les réformistes sont ceux qui pensent qu'on peut transformer une société capitaliste en une société socialiste petit à petit par des réformes et des améliorations. Le Parti social-démocrate éclate en 1917. En 1918, l'aile révolutionnaire forme le Parti communiste. Pourquoi ne pas faire comme en Russie, tourner les fusils contre les capitalistes? Des marins à Kiel jettent leurs officiers en prison et refusent de continuer à se battre. Le soulèvement se répand à travers toute l'Allemagne. Berlin est entre les mains des travailleurs. Misère de misère. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons. Eh bien, quand on ne peut pas les battre, on s'arrange pour être avec eux. Peut-être que si on disait au Kaiser de fiche le camp, puis si on donnait aux sociaux-démocrates une place dans le gouvernement, peut-être que... Le Kaiser abdique et les chefs sociaux-démocrates entrent au gouvernement. Ils n'ont pas du tout envie de se débarrasser du capitalisme. Au lieu de ça, ils font tout ce qu'ils peuvent pour stopper la révolution allemande. Amis, citoyens, retournez dans les usines. Abaissez vos fusils, rassurez-vous. Vous aurez du pain et vous pourrez voter librement. Nous devons négocier dans le calme et la paix. Faites-nous confiance. Camarades, nous avons gagné le droit de voter. Nous nous sommes débarrassés du Kaiser. Mais ne voyez-vous donc pas que les capitalistes sont toujours là et que tant et aussi longtemps qu'ils resteront ici, il y aura la guerre et la pauvreté. Mais c'était trop tard. Les réformistes sociaux-démocrates au pouvoir ne font plus confiance au peuple. Ils prennent les commandes de la police et de l'armée. Ils ont besoin de ces deux outils pour écraser les révolutionnaires. Et c'est ce qu'ils font. Les bureaux et les imprimeries des révolutionnaires sont détruits. Les manifestants se font tirer dessus. Leur leader assassiné. Et le 15 janvier 1919, la contre-révolution triomphe. Les sociaux-démocrates forment le gouvernement. Ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir abolir la misère en coopérant avec les capitalistes, qu'ils appellent des employeurs. C'est là que Rosa Luxembourg va mourir. Le capitalisme est sauvé.
Au même moment, un nouveau parti est fondé, le Parti national socialiste des travailleurs, ou le Parti nazi. On en réentendra parler. Nous nous étions attendus à ce que la révolution s'étende à toute l'Europe et à recevoir de l'aide des travailleurs des autres pays. Mais dans toute l'Europe, les sociodémocrates se sont rangés du côté des capitalistes. Autour de la Russie, le pays agricole le plus arriéré de l'Europe, on ferme les frontières. La guerre civile éclate. Les armées impérialistes nous attaquent. Leurs agents complotent contre nous avec ceux que nous avons renversés. Nous allons nous en sortir, mais seulement en comptant sur nos propres moyens. Nous avons besoin d'une industrie puissante pour fabriquer des armes et de la machinerie agricole. Nos industries sont trop petites et trop peu nombreuses. Il nous faut agir vite. Mais comment pouvons-nous organiser une industrialisation rapide? Pendant des siècles, notre peuple a été maltraité et exploité. Plusieurs sont incapables de lire et d'écrire. Nous devons leur donner le temps d'apprendre et de changer. Nous allons perdre le soutien de plusieurs camarades si nous essayons de les forcer à faire quelque chose sans leur expliquer pourquoi cela est nécessaire. Mais avons-nous le choix? L'industrialisation est notre seule chance. Et le temps presse. Nous n'avons plus le temps de tout expliquer. Nous devons prendre l'initiative parce que nous savons ce qui est en train de se passer. Ceux qui protestent devront comprendre. Commençons dès maintenant à construire nos propres défenses. Industrialisation et défense. Mais nous pourrions nous y prendre de bien d'autres manières. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si nous ne donnons pas à nos camarades la possibilité de critiquer, ils vont cesser de nous faire confiance et oublier que le combat contre le capitalisme ne peut avoir lieu dans un seul pays, mais bien dans tous les pays s'il veut triompher. Les capitalistes conspirent entre eux pour écraser l'Union soviétique. Les capitalistes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et du Japon envoient des troupes et des armes, mais sans déclarer la guerre. Et les capitalistes et grands propriétaires terriens russes organisent leur propre armée. L'invasion se mêle à la guerre civile. C'est la famine. La viande et le pain sont rares. Les usines cessent de fonctionner parce qu'il n'y a plus de carburant. Des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans se portent volontaires pour lutter dans l'armée rouge. Ce mouvement forme bientôt une armée composée de millions de soldats et finit par triompher de l'invasion. Mais la victoire n'est pas facile. Le pays tout entier est ravagé par la guerre. Les biens essentiels manquent. Tout doit être reconstruit à zéro. L'Union soviétique doit se transformer d'un pays agricole pauvre et sous-développé en une société moderne et industrielle. Ce progrès, les travailleurs du monde entier le suivent avec un intérêt passionné. En Italie aussi règne le chômage et la misère. Le gouvernement est faible. Le Parlement ne possède presque plus le respect du peuple. Les ouvriers occupent les usines et jettent les patrons dehors. Les capitalistes sentent que leur pouvoir est en danger. Mais les bureaucrates et les petits hommes d'affaires se sentent eux aussi menacés. Ces gens-là, les petits bourgeois, se sentent écrasés par la grande industrie et la grande finance. Alors ils unissent leurs forces pour sauver le capitalisme. Mais en même temps, ils se sentent bien mieux que les travailleurs. Ils veulent construire un État national fort qui puisse utiliser la loi et l'ordre pour défendre leurs intérêts. Ils se mettent à porter des chemises noires et se donnent le nom de parti fasciste. Par la violence et la terreur, ils écrasent les ouvriers. Puis, ils marchent sur Rome pour montrer leur force. Les capitalistes tiennent une réunion au sommet. Ah, la situation semble désespérée. Il y a d'un côté les travailleurs révolutionnaires et de l'autre ces petits bourgeois hystériques. Nous devons rester calmes. Mais si nous coopérons avec les fascistes, nous avons une chance. Et c'est la seule manière pour nous d'échapper au triste sort de nos amis russes. Bien. Effectivement, les fascistes contrôlent une partie des travailleurs, ceux qui ne sont pas socialistes. Mais même là, ils sont tellement spéciaux, aucun sens des affaires. Enfin, bien sûr, s'il faut choisir entre les socialistes et les fascistes, alors... Et vous savez bien qui ils ont choisi. Le capitalisme et le fascisme marchent main dans la main. Les fascistes mettent de côté leur haine des capitalistes et en échange, on leur donne le contrôle de l'État. Tout de suite, ils bannissent tous les autres partis et syndicats. Et les fascistes réussissent parce que les leaders socialistes ont peur d'en appeler à la grève générale. Ils ne font pas confiance aux masses. L'argent ne vaut presque plus rien. Grève générale.
de chômeurs. La crise s'étend à toute l'Europe, atteignant son pire niveau en 1932. En Allemagne, le tiers des travailleurs est en chômage. Ces crises favorisent les progrès du parti nazi. Les nazis en ont assez des discours et veulent de l'action. Ils ressemblent beaucoup aux fascistes en Italie, mais leurs chemises ne sont pas noires, elles sont brunes. Le leader des nazis, Adolf Hitler, devient le chancelier du Reich avec l'appui des capitalistes. L'industrie allemande se porte mal à cause du manque de colonies. Hitler développe l'industrie de guerre et de fabrication d'armes. Les communistes, les juifs et les gitans sont ramassés et mis dans des camps de concentration. Les capitalistes soutiennent Hitler de leur argent. L'Allemagne se prépare à la guerre et les autres États impérialistes en font autant. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Encore une fois, les impérialistes se battent entre eux pour se partager le monde. Encore une fois, les travailleurs de plusieurs pays sont envoyés à la boucherie. Et encore une fois, on leur fait croire qu'ils se battent pour leur pays. Ils continuent de se tirer les uns sur les autres plutôt que de faire feu sur les capitalistes. En 1945, l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont défaits. Cette fois non plus, les capitalistes n'ont pu conquérir de nouveaux territoires. L'Union soviétique a perdu 20 millions de vies, mais malgré cela, elle parvient tout de même à libérer du capitalisme plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Cependant, l'armée soviétique continue d'occuper ces pays après la guerre, parce que la grande compétition entre l'Est et l'Ouest, la guerre froide, est en train de s'amorcer. Les pays de l'Europe de l'Est n'ont pas le choix. Affaiblis par la guerre et les bombardements, ils doivent suivre les soviets. L'Union soviétique bâtit des écoles, des usines et des hôpitaux. Le peuple a enfin de quoi se vêtir et se nourrir exactement comme il l'espérait. Mais il n'en demeure pas moins une certaine différence entre les peuples. Certains vivent mieux et ont une plus grande influence que d'autres. Tant qu'il y a des classes, il y a aussi une lutte entre les classes. La Révolution gagne d'autres pays. Tout un peuple de paysans, d'ouvriers, d'artisans et d'autres travailleurs lutte pour leur liberté. Personne ne peut oublier les bombes et les soldats des impérialistes. Tous doivent prendre part au combat. Ils apprennent ainsi la nécessité de s'entraider et de coopérer. Ils apprennent à ne compter que sur leur propre force. Et ainsi, ils apprennent à triompher des impérialistes. Nous construisons ensemble notre propre pays et nous n'abandonnons pas à d'autres mains que les nôtres le pouvoir que nous détenons. Nous avons tous participé à la libération de notre pays. Maintenant, nous empêchons les politiciens, les bureaucrates et les technologues de s'emparer du pouvoir. Alors, pour leur enlever de la tête l'idée qu'ils sont meilleurs que nous, à chaque année, nous les envoyons travailler un certain temps dans les champs ou dans les usines. Et maintenant, il nous est possible à nous aussi, ouvriers paysans, d'aller à l'université. Et nous ne voulons pas non plus être condamnés à devoir construire des grandes villes et aller nous y entasser. Si pour les usines, c'est une question de main-d'œuvre, alors nous mettons les usines dans les petites villes où les gens habitent déjà.
les capitalistes sont en train de mourir de peur, comme d'habitude. Les capitalistes tremblent de peur, mais dans les colonies, les gens se réjouissent. Ils savent maintenant qu'il est possible de se débarrasser des capitalistes. Leur désir de liberté entraîne d'innombrables révoltes. Janvier 1949, le peuple zoulou de l'Afrique du Sud se soulève. La police et l'armée sud-africaine écrasent la rébellion. À la fin des années 50, le peuple algérien se prépare à jeter dehors les colonialistes français. Ils ont besoin d'armes, alors ils se mettent à dévaliser les banques. Les jeunes hommes qui refusent de servir dans l'armée française s'enfuient dans le désert du Sahara. Un mouvement de libération, le FLN, est créé et la révolte commence en novembre 1954. Dans les montagnes du Kenya, un mouvement de libération se développe à partir du peuple Kikuyu. Avec des armes primitives, ils se battent pour reprendre leurs terres des mains des Anglais. La lutte semble s'étendre. Aucun impérialiste au monde ne peut arrêter la lutte des peuples pour leur libération. Il faut rompre avec cette Europe qui ne cesse de parler des droits de l'homme et qui en même temps ne cesse de tuer et d'opprimer les peuples partout où elle les rencontre, même dans leurs propres rues, partout sur la planète. Les capitalistes du monde entier se mettent à trembler. Sans colonies, ils ne pourront plus se procurer des matières premières, ni écouler le surplus de leur production. Leurs monopoles vont s'écrouler. Il faut faire quelque chose, et vite! Mais quoi? Les puissances coloniales européennes sont sorties affaiblies de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le moment, ils ne peuvent plus se payer une guerre coloniale. Mais les capitalistes américains sont toujours riches et forts parce que leurs usines n'ont pas été bombardées et qu'ils ont fait beaucoup d'argent en vendant des armes pendant la guerre. Les Américains maintenant dominent tous les autres. Leur production a grimpé de 70%. Mais à eux seuls, ils ne peuvent s'occuper de toutes les rébellions qui se produisent un peu partout en même temps. Et ils ne veulent pas courir le risque d'une guerre où ils se trouveraient eux-mêmes confrontés aux armées soviétiques. Pour permettre à leurs énormes masses de capitaux de continuer d'augmenter et aussi pour empêcher des révolutions qui menaceraient leurs investissements, les Américains commencent à conseiller aux puissances coloniales d'accorder aux colonies leur indépendance, sur papier. De cette manière, les Américains eux-mêmes vont pouvoir faire plus de commerce avec les colonies, c'est-à-dire participer au pillage de leurs ressources. Les grandes puissances coloniales, l'Angleterre, la France, la Belgique, ne sont pas du tout contentes de laisser partir leurs colonies, mais elles n'ont pas le choix. Seul le Portugal refuse. La plupart des colonies obtiennent donc supposément leur indépendance, mais la vraie liberté est encore loin pour les nouveaux pays africains. La seule différence pour eux, c'est que leurs exploiteurs portent maintenant un nouveau masque. Les colonies continuent d'être enchaînées à un système économique mondial contrôlé par les capitalistes. Les impérialistes essaient de garder la situation paisible en achetant les bourgeoisies nationales avec un petit morceau du gâteau. Les impérialistes s'assurent que leurs nouveaux serviteurs seront liés à eux par tous les moyens. Leur niveau de vie ressemble à celui des Blancs et dépend directement de leur commerce avec les monopoles capitalistes. Par-dessus tout, les bourgeoisies indigènes apprennent à penser de la bonne manière. On les amène à croire que l'idéal pour leur pays, c'est de s'organiser en une société exactement pareille à celle des pays capitalistes et industriels de l'Occident, et que leur seule manière d'y réussir, c'est de collaborer avec les capitalistes. Voilà pourquoi tellement d'étudiants de ces pays opprimés sont envoyés en Europe et en Amérique pour y être éduqués à la manière occidentale. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce petit film. Le film tente de montrer d'une manière très objective pourquoi il y a des pays riches et des pays pauvres.
théorie du développement. Les pays pauvres de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud traînent loin derrière les pays riches et industrialisés de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En d'autres mots, ils sont sous-développés. On pourrait voir tous les pays du monde comme sur une échelle. Sur les derniers barreaux en bas, on mettrait les pays sous-développés et tout en haut, ceux qui ont connu le développement industriel. Pour atteindre le même niveau que les pays occidentaux, les pays pauvres doivent gravir les mêmes échelons et suivre le même processus économique de développement que les pays développés. C'est absolument faux. L'Europe n'a jamais eu à démarrer dans des conditions semblables à celles que connaissent aujourd'hui les pays opprimés. Les nations occidentales n'ont jamais été colonisées. Les Européens n'ont jamais été forcés de se limiter à la fabrication de certains produits uniquement pour satisfaire à la demande étrangère. Leur économie n'a jamais été contrôlée par des compagnies étrangères. Ils n'ont jamais eu à entrer en compétition avec des pays industrialisés. Et ils n'ont pas été obligés de démarrer avec une dette énorme. Or donc, de quoi dépend le fait que les pays sous-développés se trouvent toujours tout en bas de l'échelle? La réponse est simple. Ils sont sous-développés parce qu'ils manquent de capital. Les pays riches, eux, disposent justement d'un surplus de capital et ils sentent qu'il est de leur devoir d'aider les pays pauvres en investissant dans leur économie. Ils peuvent aussi aider en commerçant avec les pays pauvres qui, de cette manière, peuvent acquérir leur propre capital. Bien sûr, les impérialistes ont plein de capital en surplus, la plus-value qu'ils ont volée aux travailleurs du monde entier. Mais aller jusqu'à dire que les pays opprimés sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de capital, tu parles. Évidemment, ils n'ont pas de machines, d'usines, de ports, de routes, de bateaux, d'hôpitaux, d'écoles. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont été trop longtemps exploités et écrasés par les impérialistes. Plusieurs de ceux qu'on appelle les pays sous-développés sont assis sur quelques-unes des plus riches ressources naturelles du monde. Leur sol est plein de minéraux, de métaux, de pétrole, et la plupart d'entre eux disposent aussi des conditions les plus favorables à l'agriculture de toute la planète. Ce ne sont pas non plus les ressources humaines qui manquent, mais ces possibilités ne sont pas